Entre deux, vous avez été lauréat des Grands Prix du Club de la Presse. Ah oui, oui. Oui, oui, non, mais alors j'ai été lauréat, mais ça date. Hein. Enfin, aussi, je veux justement en parler hier, mais ça, c'est 2011 ou 2012. Hein. Ouais. C'était à l'époque où il y avait. Enfin, c'était les jeunes journalistes. Avec quelle casquette à ce moment-là? Bah, comme reporter d'M6. Déjà M6. Exactement. Le JRI avec la caméra, le micro, le montage à la sortie du Exactement. Parce que ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. On va peut-être en parler un peu de cette économie d'information. On peut faire une petite photographie donc, des correspondants de M6, une équipe de 4 titulaires plus des pigistes quand il le faut. Il fut un temps où il y avait une vraie rédaction au temps du 6 minutes d'M6. Exact. Ça s'est arrêté comme ça. Alors en fait, j'ai travaillé les 6 derniers mois du 6 minutes de Lille. En fait, ça s'est terminé en 2008. Et c'était rigolo parce qu'en fait, j'ai signé mon CDI, je crois, le 1er septembre 2008. Donc ça s'est arrêté tout début 2009, pardon. Et en fait, le lendemain, dans le Figaro, il y avait des brèves. Les bureaux de décrochage locaux d'M6 vont fermer. Donc on avait rigolé en disant, voilà, j'allais être le CDIsé viré le plus rapide de l'histoire. Et puis au final, 13 ans plus tard, je suis encore là. Pas viré. Pas viré. Statut modifié. Bah, statut modifié, oui et non, parce qu'en fait, si vous voulez, à la base, nous, on travaillait pour un journal local, régional. Et donc, on était 8 ou 9. On était 8 ou 9 pour créer un journal régional chaque soir, donc le fameux 6 minutes. Une vraie rédaction avec un rédacteur en chef, un esprit de la rédaction. Exactement. Une sorte de légère impertinence. Exactement. Donc, là, il y a une vraie rédaction, un rédacteur en chef. Une red chef adjointe, chef d'aide, enfin bref, on était une vraie rédaction, puis 6 ou 7 JRI, en fait, donc des journalistes qui allaient sur le terrain, et puis quasiment du jour au lendemain, ou en tout cas d'un trimestre à l'autre, ça s'est arrêté. Et en 2009, on s'est retrouvé dans un bureau de correspondance à 4, donc il y a eu de la casse sociale, hein, il y a eu des départs forcés. On s'est retrouvé dans un bureau de correspondance à 4 pour non plus fournir un JT régional, mais un JT national. Des JT nationaux, donc le 12h45 à la mi-journée et le 19h45 le soir. Donc ça, c'était tout début 2009. Qu'est-ce qu'on perd dans ces cas-là, comme indépendance, comme liberté d'esprit, comme ton qu'on peut donner peut-être à son journal qu'on ne donne pas quand on n'est que, avec des guillemets, le correspondant d'une rédaction nationale? Bah, en fait, ce qu'on perd, on gagne beaucoup de choses. Je vais y revenir, mais ce qu'on perd, c'est la possibilité de multiplier les sujets dans sa zone de couverture. Parce qu'en fait, très concrètement, jusque 2009, il y avait peut-être 7-8 sujets quotidiens par jour dans les Hauts-de-France, qui ne s'appelaient pas les Hauts-de-France à l'époque, mais vous me comprenez. Alors qu'aujourd'hui, ce sont parfois un élément ou un sujet qui vont aller nourrir un JT national. Donc ça veut dire qu'on traite tout simplement beaucoup moins de sujets dans notre secteur. C'est aussi pour ça qu'on est beaucoup moins nombreux. Et moins force de proposition, parce que vous répondez à une demande ou bien vous proposez des sujets? En fait, on a la chance d'être nourri très régulièrement par des attachés de presse de qualité qui nous proposent des idées. Et puis au-delà de ça, comment dire, voilà, nous on est en veille permanente sur l'actualité de la région à tout niveau. Hein, comment dire, et je parle de la région, mais ça va au-delà de la région, puisque hier on avait un de nos journalistes qui était sur les fouilles d'Estelle Mouzin sur le dossier Fourniret. Ça peut être de la justice, ça peut être de la politique, ça peut être du sport, de l'économie, ça va dans tous les sens. Donc des propositions de sujets, on peut en faire beaucoup. Mais on sait, par exemple, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul journaliste de disponible. Et donc, ça limite drastiquement le nombre de sujets qu'on peut traiter si on compare avec ce qu'on faisait il y a une dizaine d'années. Et le JRI de M6, il est toujours ce gars avec sa caméra, son micro et son montage à la sortie aujourd'hui. Alors ça, oui. Il envoie les images à Paris et puis advienne que pourra. Non, parfois il n'envoie même pas les images à Paris. C'est-à-dire qu'en fait, la particularité d'M6, c'est que ce sont des journalistes qui sont polyvalents. Donc en fait, on signe pas de CDI à M6 si, entre guillemets, on n'est que caméraman ou que rédacteur. En fait, d'ailleurs, ça va être peut-être la thématique qu'on va aborder après, c'est-à-dire que désormais, on ne signe pas de CDI à M6 si on ne sait pas travailler en radio, ce qui peut paraître surprenant. Mais donc, en fait, les journalistes de M6, pour beaucoup d'entre eux, ils sont JRI, rédacteurs, monteurs, duplexeurs, ils travaillent pour le web, ils travaillent pour la radio. Ça ne veut pas dire qu'ils sont excellents dans tous ces domaines, mais ça veut dire qu'ils se débrouillent dans tous ces domaines. Et donc, disons que c'est peut-être la carte d'identité de la rédaction de M6, si on la compare avec d'autres rédactions nationales, d'avoir des journalistes qui peuvent, je ne vais pas dire tout faire, mais faire beaucoup de choses. Ouais. La porte d'entrée pour entrer en rédaction, c'est l'école de journalisme ou pas? Ma porte d'entrée à moi, c'est ça.
C'est-à-dire que moi j'ai un parcours classique Sciences Po ESJ, hein, mais, enfin, c'est triste à dire, mais comme beaucoup, alors j'espère de moins en moins. Sociologie des journalistes qu'il faut briser. Malheureusement, exactement, on va essayer de briser ça, mais je vais avoir des difficultés pour la briser à titre perso parce que c'est fini. Parce que ouais, c'est fini et moi j'en suis l'un des exemples. Donc moi je suis passé, enfin moi j'ai un parcours 100% lillois, Sciences Po Lille, ESJ Lille, mais dans mon équipe, y a des journalistes qui ne sont pas passés par des écoles de journalisme, donc ça c'est encourageant. La polyvalence, on peut apprendre à être bon partout. Les technologies se dominent assez facilement une fois qu'on la pratique tous les jours et que ça devient une habitude. En fait, si vous voulez, le média télé, c'est clairement le média le plus lourd. C'est-à-dire que dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'en fait, déjà physiquement, on se travaille toujours avec une caméra, avec des micros, enfin bref, donc avec un trépied, donc c'est lourd. Ça peut être pénible. Et puis derrière, il y a du montage à faire, donc il y a montage image, montage son, etc. Entre guillemets, quand on est calibré pour du tournage news ou du tournage mag pour la télé, derrière, c'est peut-être un peu plus facile pour aller vers la radio où, entre guillemets, on n'a que le son à gérer, alors que le contraire peut être peut-être plus compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, pour des journalistes radio qui sont habitués à travailler sur le son, et c'est déjà beaucoup, il y a tout un apprentissage à acquérir. C'est évidemment possible de l'acquérir, mais ça prend du temps. Alors que quand on est journaliste télé, enfin nous on a le cas ici à Lille, on a 2 journalistes de M6 qui travaillent pour la radio depuis quelques mois maintenant, et ça s'est fait sans trop de contraintes. Pour la radio, pour RTL? Pour RTL, ouais. Dans l'autre sens, c'est plus compliqué, ça prend plus de temps. Vous fournissez combien de minutes en images par jour et en son, à peu près à 4? Ça dépend. Par exemple, le journal de mercredi, donc là on est vendredi, le journal de mercredi, donc il y a Emmanuel Michel qui a fourni un magazine sur un hôtelier roubaisien qui accueille des personnes qui ont fui leur pays, des personnes migrantes, etc. Donc là c'est un mag de 6 minutes. Donc de suite, 6 minutes ça va vite. Et puis après, je vous donne un exemple d'hier. Hier j'ai pas eu une journée passionnante, mais ça arrive de temps en temps. J'ai rencontré Patrick Pelou pendant 10 minutes, Patrick Goldstein pardon, pendant 10 minutes sur le frémissement là, de la baisse de l'épidémie au SAMU. Ça a fait 30 secondes d'antenne, et après j'ai rencontré un prof sur un logiciel qu'on a mis en avant dans le 1945. C'est pareil, c'est 30 secondes d'antenne, donc au final j'ai 2 tournages dans 2 coins de la région différents, et au final ça fait 30 secondes. Mais en fait il n'y a pas vraiment de règles. Et ça prend de la journée quand même. Ça prend pas la journée, mais déjà pour aller à Bruay-la-Bussière, il y a 1 heure pour y aller, il y a 1 heure pour revenir, etc. Donc disons qu'il faut, ça réclame une vraie dynamique d'esprit, de savoir passer d'un sujet à l'autre. C'est pas évident. C'est pas évident parce qu'en fait l'idée c'est pas d'arriver entre guillemets à poil sur un sujet, c'est-à-dire que quand on arrive sur un sujet, la moindre des choses c'est de connaître le sujet à minima. Donc ça nécessite une sorte d'investissement. Alors c'est un investissement qui est bon. Il faut voilà. En tout cas il faut aller à l'info, il faut lire 2-3 papiers avant, il faut se renseigner sur la personne qu'on va rencontrer, etc. Et puis derrière, ce qui n'est pas évident non plus, c'est de changer de casquette. Parce qu'il y a des journées, par exemple hier, j'ai été un peu JRI, j'ai tourné avec le professeur Goldstein. Après, je me suis mis sur ce que j'appelle un pré-montage de sujet. On est en train de faire un sujet sur Karima Deli, candidate de la gauche et des écologistes. Bon, j'ai eu le temps de pré-monter pendant, 2 heures mon sujet. Puis après, on me dit, tu pars à Bruay-la-Bussière. Donc, c'est pas évident ça, dans une même journée. Parfois, on sait qu'on va être en tournage toute une journée. Là, on est tranquille, entre guillemets. On sait qu'en fait, on fait juste notre boulot sur un sujet. Mais parfois, comme hier, on est sur un sujet, puis sur un autre, puis encore sur un autre, avec en plus des activités différentes de tournage, de montage, etc. Il faut être agile quand même. Il faut être agile pour faire ça. C'est ça qui est excitant dans le métier, non? Ouais, c'est excitant, mais ça peut être fatigant. Quand on en a 6 minutes à quelqu'un pour un reportage sur un hôtelier qui accueille des gens en difficulté, il a combien de temps? Est-ce qu'il a le temps du magazine, ou bien encore une fois, c'est dans une sorte de précipitation? Non, est-ce que vous pouvez lui donner ce temps-là, le temps de, d'une enquête où il y a le temps de la réflexion? Merci Luc pour ta question, parce que effectivement, peut-être que je suis en train de décrire un paysage assez sombre, mais on a aussi le temps parfois sur les magazines. Donc dans le 12-45, il y a ce qu'on appelle des sujets magazines, il y en a un par jour, donc un sujet de 6 minutes par jour. Là, le journaliste, il a 5 jours pour le faire. Donc, entre guillemets, c'est beaucoup plus
je vais pas dire tranquille, c'est pas le terme, mais il a le temps de se poser. Il a le temps de l'investigation. C'est-à-dire qu'il a une journée pour se renseigner, pour caler les interlocuteurs, etc. 2 journées de tournage, 2 journées de montage. Mais là, on est sur un sujet de 6 minutes. Alors que pour un sujet d'une minute 30, 1 minute 45, 2 minutes, ça peut être sur la journée. C'est une commande parisienne, ça, parce qu'ils ont eu écho de, ou c'est vous qui proposez? Ça va dans les deux sens. Pour ce sujet-là, je sais plus. Je crois que c'est Manu qui l'a proposé. Quand on demande à une rédaction des Hauts-de-France des sujets, c'est systématiquement pauvre, consanguin, malade et chômage. Alors pauvre non, consanguin oui, forcément. Non, mais je plaisante. Non, mais alors pas du tout. En fait, une image comme ça. Non, en fait, ça pouvait être le cas il y a quelques années. Ça l'est plus vraiment. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai souvenir que quand j'ai commencé, quand il y avait des sujets pauvreté, c'était souvent pour nous, ou des sujets précarité énergétique, c'était souvent pour nous. Enfin, mais plus vraiment en fait, parce que peut-être on traite moins. Enfin, c'est aussi, c'est peut-être lié tout simplement à nos contraintes. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est triste à dire, mais c'est une réalité. Quelque part, on est tellement à flux tendu, c'est-à-dire que les moments où on n'a rien à faire sont tellement peu nombreux que c'est pas forcément si on veut traiter un sujet pauvreté, je caricature, et que le rédacteur en chef se dit pauvreté, c'est forcément le Nord, et qu'il appelle le Nord, et il va se rendre compte que Duhamel, il est déjà en montage sur un sujet, et que Kelly ou autre, elle est déjà en tournage. Donc, par la force des choses, il n'aura pas la possibilité de nous demander. Donc, il va demander à Montpellier ou à Nantes. Donc, c'est ça aussi qui fait que on va pas forcément rentrer dans les clichés, parce qu'en fait, on n'a pas la possibilité de le faire. Il y a combien de rédactions détachées sur M6, à M6? En fait, il y a 5 bureaux M6, entre guillemets, avec des salariés M6. Donc, il y a Lille. Lille, il n'y a que Lille et Marseille qui ont 4 journalistes. Les historiques, à Biopar. Ouais. Lyon, 3 journalistes. Bordeaux, 3 journalistes. Et à Nice, 1 journaliste. Et sinon, ce sont uniquement des correspondances externes. Donc, il y a une personne à Nancy, une personne à Nantes, une personne à Rennes. Quand je dis une personne, c'est une personne au planning. Ça veut dire qu'il peut y avoir 2 personnes. Voilà. Mais il y a une personne qui est au planning. Comment on vous nourrit de l'esprit M6? Vous allez souvent en rédaction à Paris, vous êtes un peu, on vous organise, on vous coach, ou tout ça, c'est l'esprit de l'antenne qui ressurgit un petit peu sur l'état d'esprit de la rédaction lilloise? Disons qu'on connaît la ligne éditoriale, donc on a tous quelques heures de vol, donc on sait ce qui risque d'intéresser nos rédacteurs en chef, et après on a une autonomie qui est totale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pareil, un exemple qui me vient, c'est qu'on a proposé un sujet sur une kiné, je ne sais pas si vous l'avez vu parce qu'elle est passée un peu partout, une dame remarquable, extrêmement inspirante, Anne-Sophie Santis, qui est kinésithérapeute aveugle. Elle travaille à l'hôpital, ici au centre hospitalier, au service réanimation pédiatrique. Bon, on propose ce sujet-là, on trouve cette dame extrêmement intéressante, on propose le sujet, il est validé. Derrière, on ne me dit pas, tiens, fais ci, fais ça. C'est-à-dire que je le fais à ma sauce. Ouais. Je l'envoie. Et très souvent, on me dit c'est ok, on prend comme ça. C'est quoi la ligne éditoriale dans ce qu'il dit et dans ce qu'il non dit? Alors, en fait, l'idée, c'est que nous, malgré tout, on travaille pour une grosse chaîne. Donc, en fait, la ligne éditoriale, ça va être d'intéresser le plus possible de téléspectateurs. Donc, comment on fait pour intéresser le plus possible de téléspectateurs? On ne va pas être clivant. C'est-à-dire, on ne va pas dire regardez celle-ci ou celui-ci, c'est bien, regardez celui-ci ou celle-ci, c'est pas bien. On va essayer de. C'est un petit peu comme un resto. C'est-à-dire qu'il en faut entre guillemets pour tous les goûts. C'est-à-dire qu'il faut un petit peu du haut de journal avec de l'actualité nationale qui est grand public, un petit peu d'international, un petit peu de consommation d'économie. La fin de canard, c'est toujours un sujet tendance et un sujet culture. La culture, elle est plutôt mainstream que les petits groupes lillois underground. Voilà, c'est ça, c'est populaire. Hier, je me souviens de cette formule en fait qu'on m'a donnée quand j'ai commencé à RTL. On m'a dit il faut que tu fasses du populaire de qualité. Alors modestement, j'essaie de faire du populaire de qualité. Je ne sais pas si je réussis, mais j'essaie. Reportage, durée d'un reportage, moins d'1 minute? Non, alors en télé c'est 1 minute 45, en radio c'est 1 minute 10. Alors, on va parler un petit peu de tout ce que... Bon, votre rédacteur en chef, c'est qui aujourd'hui? En fait, j'en ai plusieurs. Moi je suis responsable du bureau de Lille et après nous on travaille pour différents rédacteurs en chef. Très concrètement, en fait, il y a un rédacteur en chef 12-45 semaines, un rédacteur en chef 19-45 semaines et un rédacteur en chef journaux week-end.
Donc j'ai 3 rédacteurs en chef titulaires qui sont après remplacés de temps en temps quand il y a des vacances ou autre. Dans 6 mois, cette organisation peut-elle changer parce qu'il va y avoir peut-être des changements capitalistiques dont on parlera tout de suite après. Bah, peut-être. Si vous voulez, en fait, je crois, Faouzia, toi, on avait parlé du rapprochement entre M6 et RTL, qui est un rapprochement effectif. Hein, on peut en parler si vous le souhaitez, depuis 3-4 ans. Ouais, c'est ça. Donc là, très concrètement, ça veut dire que le jeu. En fait, il y a un journaliste titulaire pour les infos gênées qui s'appelle Frank Hanson, qui travaille avec nous, alors quasiment dans notre bureau. Enfin, il est juste à l'étage au-dessus, mais en tout cas, géographiquement, il travaille avec nous. De temps en temps, quand Franck n'est pas là, il y a des remplacements par Manu ou par moi pour RTL. Moi, je m'occupe également du sport pour RTL depuis le début de saison. Donc voilà, ça c'est en train de... Ce sont des synergies, des mutualisations qui sont de plus en plus nombreuses. Donc ça c'est quelque chose. Et après, il y a autre chose, c'est qu'effectivement, il est fort possible que le groupe M6 soit racheté dans les prochaines semaines, dans les toutes prochaines semaines. Donc aujourd'hui, M6 est propriétaire d'un groupe allemand. Ouais, Bertelsmann. Qui est très très loin dans votre tête ou... Qui est très très loin dans ma tête, ouais. Et dans quelques semaines, ça pourrait devenir... Bah, effectivement, donc il y a beaucoup entre guillemets de candidats, hein, des offres qui vont être probablement déposées. On parle de TF1, on a parlé du groupe Canal avec Bolloré, on a parlé de Xavier Niel, de Daniel Kretinsky, là, le milliardaire, je crois de mémoire il est tchèque. Enfin, il y a 5 ou 6 offres là et ça pourrait éventuellement bouger. Donc il n'est pas impossible qu'il y ait des répercussions sur notre travail dans les tout prochains mois. Ouais, tout à fait. Le maître mot, ce serait concentration, quoi qu'il arrive. C'est la volonté, ouais, c'est la volonté de la direction de la chaîne. C'est de constituer un groupe, enfin entre guillemets, le plus solide possible, si vous voulez, pour réussir à concurrencer Netflix, Facebook, etc. Parce que, si vous voulez, en fait, moi c'est pas forcément ma position, mais ce que disent les patrons de la chaîne, c'est que le marché de la publicité a tendance à s'étendre de plus en plus. Donc ça veut dire des revenus en moins, très concrètement. Là, je parle pas en tant que journaliste, hein, je parle... j'ai une casquette un petit peu, on va dire, d'observateur d'un point de vue économique. Et donc c'est une inquiétude pour les patrons de la chaîne de voir les revenus publicitaires baisser. Donc ils sont dans une logique de concentration, donc de rapprochement avec TF1 ou un autre groupe, pour pouvoir continuer on va dire à prospérer, en fait, tout simplement. Alors d'un point de vue on va dire citoyen ou journaliste, est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas, parce qu'il y a un terme qui est important dans ce pays, je crois, c'est le terme pluralisme. Donc, entre guillemets, il faut différentes sources, il faut différents canards, il faut différentes lignes éditoriales. Je pense que c'est important. Mais là, quelque part, on se rend compte qu'on n'est que des pions. Hein. C'est-à-dire que c'est pas moi, Samuel Duhamel, avec ma petite casquette de responsable de bureau lillois, qui va dire non, prenez Xavier Niel plutôt que Bolloré. Hein. Pas du tout. Donc, voilà, on attend de voir. Wait and see. Les répercussions, tu parlais tout à l'heure des répercussions, donc le mariage RTL M6 Yes. vous a emmené vers la radio. Si jamais il y a une vente vers TF1, qu'est-ce que ça peut être de plus? Faire de la radio en plus de la télé, vous faites déjà. Qu'est-ce que ça peut être de plus? Probablement rien, parce qu'en fait on peut rien faire de plus. Mais c'est la conséquence possible, c'est ce que c'est, hein, quand il y a des rapprochements capitalistiques comme ça, il y a souvent, à un moment donné, on se dit, de la casse on va faire de la synergie, et donc faire de la synergie, ça veut dire aussi, on va faire appel à moins de monde. Donc ça peut être des départs, mais là en fait, on est en train de parler de quelque chose qui pourrait se produire dans quelques mois. Donc voilà, on peut l'imaginer, mais je ne sais pas si ça a une grande utilité de le faire, on verra bien. Et c'est pas au niveau de Samuel Duhamel que ça se passe non plus. Vous en informez de tout ça, ou bien c'est par la rumeur, ou bien... C'est par les journaux. Nous, on apprend comme beaucoup. Hein. Ah oui. On apprend les candidats qui arrivent, les différents scénarios. Alors évidemment, il y a parfois des lettres d'information sur le réseau interne de M6, mais on apprend la majeure partie des informations sur le devenir du groupe M6 par la presse. Les Échos, le Figaro, etc. Géographiquement, vous êtes où à Lille? À la Madeleine. On est derrière la gare Lille-Europe. Et RTL a déménagé dans vos locaux. Exact. Frank Hanson qui était donc dans le... Exact. Donc il y a une conséquence quelque part déjà, même de rencontre,
communication entre vous. Oui, bah ça pour moi je le vois positivement. C'est-à-dire que Franck il était tout seul, alors peut-être qu'il dira autre chose, j'en sais rien, mais Franck il était tout seul dans son bureau. Maintenant il est avec nous. Je pense pas que ça change grand-chose. Mais ça permet effectivement justement d'échanger plus facilement. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Bah, je suis sur tel sujet. Ah, t'as vu tel sujet? Bah, ouais, c'est intéressant. Enfin, ça nous permet de nourrir notre travail aussi, hein, forcément. Les concurrents au niveau régional, ça n'a pas de sens ce mot-là. Par rapport à WEO, par rapport à TF1, par rapport à Net TV plutôt que. Bah, je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que moi, je vois pas du tout mes collègues comme des concurrents. C'est-à-dire que, c'est une vision, alors qui est probablement pas la vision de mon groupe, mais moi, je vois tous entre guillemets, mes confrères comme des partenaires. On cherche modestement à montrer ce qui se passe dans notre région, à informer. Donc moi, j'ai plus... voilà, il y a des gens qui vont préférer TF1 ou France 2 ou M6. On essaie de le faire du mieux possible et moi, je les vois comme des partenaires plus que comme des concurrents. Ouais. De toute façon, vous êtes un élément dans une chaîne, dans un robinet d'images avec des guillemets, exact. Dans lequel exact. L'avant-programme et l'après-programme est aussi important que le reportage que vous faites. Exact. Oui, enfin, pour la direction de la chaîne, très clairement. Faire de la radio, faire de la télé, tu évoquais un petit peu la différence. La rigueur est la même? Ah ben, la rigueur est la même. La rigueur est la même. La rigueur, mais bon, c'est pour tous les médias de tout temps. La rigueur est la même. Il faut être sérieux. Il faut comment dire, faut être extrêmement précis, extrêmement rigoureux, ne pas travestir les pensées des gens. Ça change pas. Ce qui change, c'est qu'effectivement, on ne s'en rend pas forcément compte, mais un sujet radio est plus court. C'est-à-dire que je vous parlais d'1 minute 10, un sujet télé, c'est 1 minute 45. Et ce qui change aussi, en fait, moi je m'en suis aperçu sur les premiers sujets radio que j'ai traités, c'est que le temps de présence sur place en radio est beaucoup plus faible. C'est-à-dire qu'en fait, ce dont on a besoin en radio, ce sont des interviews et un peu d'ambiance. Ce dont on a besoin en télé, ce sont des interviews, un peu d'ambiance et des images. Et faire des images, parfois on peut attendre une image pendant 2 heures. Ouais. Une sortie de tribunal, ça peut être 2 heures. Ou d'autres choses. Et en fait, comment dire, il y a des sujets radio, traiter un sujet radio, faire ce qu'on appelle un PAD, un prêt à diffuser radio, ça prend beaucoup moins de temps que faire un PAD télé, mais beaucoup moins. Et donc, pour moi, ça a été une vraie nouveauté. Le média radio est beaucoup plus léger, et beaucoup plus dans l'instantanéité, et ça va beaucoup plus vite à produire. Et là, on peut poser une question? Ouais. La question, c'est pour les journalistes radio, tu disais tout à l'heure, il faut plus de compétences pour faire de la télé, alors que les journalistes télé, ils peuvent facilement faire la radio. Est-ce qu'il y a eu des formations pour les deux? Oui, et heureusement. Ouais. Oui, et heureusement. Alors, pour la petite histoire, moi j'ai longtemps travaillé, c'est-à-dire que moi je suis passé par le SJ, j'ai fait une SPE télé, et mon premier média c'était la radio. C'est-à-dire que c'est les parcours professionnels qui sont un peu bizarres. J'ai commencé à RMC, donc entre guillemets, j'avais touché aux médias radio pendant quelques mois. Mais après, effectivement, on a été formé ici à l'ESJ, d'ailleurs, les formations ESJ Pro. On a été formé avec mon collègue Manu 3-4 jours à la radio. Même chose pour Franck Hanson à la télé. Bon, bah pour l'instant, Franck, il n'a pas encore passé le cap. Parce qu'encore une fois, ramener des images, en fait, on ne s'en rend pas compte parce que nous, on est tellement dans le... En fait, on fait tous les jours. Mais c'est vrai qu'avoir une image qui est bien calibrée, qui est bien exposée, avec, comment dire, les interlocuteurs qui apparaissent au bon endroit, etc. C'est pas forcément évident. Les images qui ne tremblent pas. Enfin, donc, ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps. Et le montage derrière. Et le montage derrière. Bien sûr. Question. François Cortès, journaliste à Radio France. Bonjour François. La grosse différence entre vous et la radio, c'est l'image. Parce que ça, c'est un sujet, ça mérite de poser une question sur, en plus actuellement, le problème de l'image. C'est-à-dire qu'en gros, il y a tout un débat là. Enfin, il y a une loi sur l'image elle-même, les droits, tout ça. Et chez vous, au niveau de l'image, comment dire, vous êtes confronté à ces problèmes de l'image, je pense aux politiques notamment. Disons qu'en fait... C'est quoi la question exactement? Mais je vais juste compléter la question. Ouais. Quand il y a une visite des grands personnages politiques, dont Macron par exemple, ouais.
les poules de presse de Paris, Ouais. là, il y a vraiment maintenant, vous-même, vous, quelque part, vous devez en subir aussi les conséquences. C'est-à-dire, quand on vous accrédite, c'est qu'on réduit, on empêche les visites Ouais. pour l'image Ouais. de journalistes locaux. Ça, on l'a eu quand même une paire de fois. Les poules de Paris, TF1, tout ça. Ouais, alors on l'a eu quelques fois. Par exemple, lundi, Darmanin, il va, comment dire, de mémoire à Avesnes-sur-Helpe, là où il y a il y a eu l'incendie de la basilique. Ouais. C'était à quel endroit? La collégiale. C'est ça, la collégiale d'Avesnes, c'est ça. Oui. Bon, il y a un pool, mais le pool, c'est un pool France 3. Enfin, France 3 à Lille, donc nous on récupère. En fait, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe très concrètement pour que les gens y comprennent? En fait, quand il y a des personnalités politiques, souvent ce sont des personnalités politiques qui vont à un endroit, évidemment, il pourrait y avoir une nuée de caméras. Et donc, dans ces cas-là, ce que font les services de presse, c'est qu'ils préfèrent pouler, ce qu'ils appellent pouler les images. C'est-à-dire qu'en fait, ils demandent à un seul média d'y aller. Par exemple, là, c'était France 3 qui a pu y aller, entrer dans la basilique, dans la collégiale. Dans la collégiale. Et derrière, France 3 redistribue les images à tout le monde. Voilà. Ça, c'est vieux comme le monde. Ça, c'est vieux comme le monde. Ça, C'est vieux comme le monde. Ouais, mais l'image, faire l'image. Ouais. Comment dire, parce que là, tu parles de France 3, certes, mais ça, il y a aussi beaucoup de TF1, notamment de Paris. Il y a aussi, bien sûr qu'on distribue, Ouais. mais il y a aussi l'image elle-même, l'image qui est prise. Ouais. Parce qu'il y a une volonté qu'on ne prenne pas toujours toutes les images. Enfin, je sais pas comment dire. Ah bah, parfois. Est-ce que tu vois une sorte de, alors on va pas dire censure, de maîtrise de l'image, c'est ça? Disons que, en fait, il y a des sujets sensibles, il y a des sujets tabous, il y a des sujets que certaines personnes ne voudraient pas montrer. Donc nous, effectivement, quand on arrive avec nos gros sabots, notre trépied, notre caméra, c'est difficile. Donc, parfois, j'ai envie de dire à malin et demi, c'est-à-dire que quand il y a certaines personnes qui ont envie de cacher des choses et que nous, on ne peut pas montrer parce qu'on on a avec entre guillemets une grosse caméra, bah, il existe des caméras discrètes où on peut parfois entrer et filmer entre guillemets à l'insu de la personne qui est dans la salle. Alors, derrière, on va faire en sorte que la personne ne soit pas reconnue, on va la flouter, on va trafiquer la voix. Mais c'est vrai que, en fait, pour aller dans ton sens, François, obtenir une interview en presse écrite, c'est beaucoup plus difficile qu'obtenir une interview en télé. Parce qu'en fait, il y a le côté image, parfois les gens se referment, elles craignent le retour, ou alors on est plus ou moins dans une histoire de quel rendu ça va donner à la télé, etc. Donc je me rends compte aussi en radio, c'est que parfois les gens en radio me disent bah oui, bien sûr, je vais vous répondre. Et si j'avais posé la même question avec ma caméra, ils n'auraient pas répondu. Donc ça c'est une vraie difficulté, mais entre guillemets, nous on est tellement à tête dedans qu'en fait, c'est quand je travaille en radio que je me dis ah ouais, c'est facile. Alors que quand je travaille en télé, je me dis pas que c'est difficile. Je me dis c'est ma normalité. A contrario, on peut dire aussi qu'il y a le témoin qui veut avoir sa tête à la télé et qui vient un peu s'imposer quelque chose. Ouais. Ou c'est assez vrai, mais disons que c'est comme les poissons volants, c'est pas la majorité de l'espèce. Alors, pour la région, vous êtes 5, 6, c'est ça? Donc on est 4 titulaires. 4 plus. 4 titulaires, et puis après des journalistes qui viennent sur la journée, des pigistes qui viennent nous aider sur la journée. Voilà. La couverture, c'est toute la région Hauts-de-France et la frontière. Alors c'est ça aussi, parfois disons que on reçoit énormément de communiqués ou des appels, etc., d'attachés de presse qui nous disent tiens, on a une bonne idée à Lille ou ailleurs. Mais c'est vrai que en fait, quand je vous dis qu'on est 4 titulaires, ça ne veut pas dire qu'on est 4 au bureau. Ouais. Aujourd'hui, on est 2 par exemple. Ouais. Parce qu'il y a si vous voulez, les RTT, les gens qui bossent le week-end, donc qui sont en récup la semaine, etc. Donc ça veut dire que souvent au bureau, on est 2 ou 3. Sachant qu'en plus, il y a les détachements pour les magazines dont on a parlé, des détachements pour ce qu'on appelle des sujets mojo, là depuis quelques temps, les sujets mojo.